Bon, je voudrais déjà d'abord dire un grand merci au CIPA et à tous les membres du CIPA, en particulier Marie-Laure Dimond, de m'avoir proposé de venir participer à vos travaux dont j'ai compris que ce qui faisait un peu la richesse du CIPA, c'était l'entrecroisement des disciplines, la manière d'écouter les autres disciplines, de les interroger, de se laisser interroger. Et je trouve ça tout à fait enrichissant. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu à partir de ce que j'ai vécu là-bas, de mon expérience en Chine, mais aussi dans un moment d'après-coup. Et donc malheureusement je ne suis pas capable de parler directement, donc je vais vous lire le texte que j'ai préparé. Donc nous sommes aujourd'hui invités à un exercice assez délicat, qui est de réfléchir sur ce que pourrait être un homme planétaire, ce qui implique de regarder l'homme non pas proche de soi mais lointain. Aller vers cet homme lointain, chinois, pourrait-il nous faire avancer dans notre démarche vers l'homme planétaire? Si oui, à quelles conditions? Alors, à la condition de ne pas le ramener à nous et de chercher à le connaître à partir de lui. Il s'agit, pour reprendre le titre du livre de François Julien, Entrer dans une pensée, de rentrer dans la pensée de celui que je veux connaître, tout en lui maintenant son altérité. Entrer implique de se déplacer, de quitter pour pouvoir pénétrer. On peut, dit François Julien, visiter la culture chinoise de chez soi en restant dehors. Mais véritablement entrer dans la pensée chinoise, c'est donc commencer à nous interroger selon son point de vue, suivant ses implicites et ses attendus. Il nous faut prendre la mesure de cet ailleurs chinois, écrit-il. Il le faudra d'autant plus que ceux qui se rangent désormais sous l'enseigne de la mondialisation, en répandant partout ces catégories standards, c'est-à-dire en saturant le paysage, y compris mental, de ces stéréotypes, tend à faire passer son uniforme pour de l'universel. C'est intéressant cette phrase. Il ajoute aussi, devons-nous construire aujourd'hui, en résistance, une géographie de cet ailleurs et des possibles de la pensée. Alors je me suis demandé, bien que j'ai séjourné à de nombreuses reprises en Chine, suis-je entré dans la pensée chinoise? Ma réponse, en fait, est négative. Malgré mes efforts, je ne suis pas parvenue à parler et écrire le chinois, ce qui est le minimum pour entrer dans une pensée. Le passage obligé est celui de la langue, celui pour toute culture, a fortiori pour la Chine, dont les idéogrammes, les compositions et le cadre même de la pensée. Quand on examine un peu un idéogramme, l'écriture chinoise, on voit à quel point il y a une structure et que c'est un cadre de pensée. Ne pouvant pas entendre la richesse de la langue, je ne sais donc pas exactement ce que j'ai fait là-bas. La présence d'une traductrice a été un élément très important de ma rencontre. Cependant, j'espère ce matin pouvoir, grâce au point de résistance, proposer quelques éléments de construction d'une géographie de cet ailleurs, donner quelques points de repère et dégager des possibles de la pensée que la rencontre de cet ailleurs a pu éclairer pour moi. Lors de mes interventions en Chine, je m'étais déjà questionnée sur l'universalisme de certaines clés. Je pense à la clé oedipienne ou à la référence au phallus. Mais après la publication du dragon sur le divan, je me suis sentie encore plus interrogée et beaucoup plus exposée à l'épreuve, car c'en est une, de la différence et de l'altérité. Ici, je crois qu'il est sage de suivre une nouvelle fois François Julien, lorsqu'il remarque qu'il faut mieux penser en termes d'écart, ce dont Marie-Laure Dimond
à noter ce matin, plutôt qu'en termes de différence, car la différence suppose la comparaison et le vis-à-vis, alors que l'écart creuse un entre-deux à explorer de manière féconde. Alors que le premier temps de transmission en Chine s'était déroulé dans la croyance d'une rencontre possible, le deuxième temps, durant lequel je n'avais plus l'écriture du livre comme trait d'union, s'est révélé plus âpre, plus incertain. Au moment où je vous parle, je ressens beaucoup plus la non-rencontre que la rencontre. Je me suis retrouvée plus libre et d'une certaine manière moins protégée. Je perçois de manière plus criante les spécificités de nos deux cultures, recevant ces spécificités comme de véritables chocs. En plus se pose la question de savoir vers quelle Chine tourner mon regard. Vers la Chine contemporaine ou vers la Chine traditionnelle, sa richesse, ses grands courants de pensée. Déjà, nous sommes avertis qu'il y a deux mondes qui se superposent. Dans quelle mesure le courant traditionnel est-il présent ou au contraire est-il balayé par l'avancée à grands pas de la Chine dans le monde capitaliste libéral? Il y a donc une sorte de confrontation, je dirais de choc des cultures, et face à ce choc, il y a deux risques. Celui de la réduction, qui est de faire en sorte que la culture chinoise réponde à des questions posées par la culture occidentale, au détriment de la cohérence propre de la pensée chinoise qui n'est pas construite sur ces mêmes questions. Et le second risque est celui de la comparaison. Alors pour répondre à mon désenchantement, pour me donner plus de chances de baliser ma route et pénétrer un peu plus dans la manière de penser chinoise, je me suis intéressée au I Ching. Le I Ching, le grand livre des mutations, livre sur le yin-yang, les Han, en l'investissant comme étalon politique, ont décidé que c'était Confucius qui en avait écrit tous les commentaires officiels. Ce traité s'efforce de penser et mettre en forme les systèmes de mutation. J'ai pu faire l'expérience que ce qui étonne ou scandalise ou paraît inepte peut prendre sens peu à peu, si l'on y met suffisamment de patience, comme le dirait Nietzsche, et de la rumination. Je ferai mien donc ce terme pour décrire mon état actuel, un état de doute. Je me tourne actuellement volontiers vers ceux qui me servent de passeurs, François Julien, comme je vous l'ai dit, ou Cyril Javary et d'autres auteurs, et ils m'aident à m'accommoder, comme on parle d'accommoder pour les yeux, ou la mise au point dans un système optique, c'est-à-dire à s'adapter progressivement à d'autres cohérences et s'habituer à leur logique propre. Ce n'est que peu à peu, lentement, par multiplication des situations de rupture et d'étonnement, que je peux un peu entrer dans le système de pensée de l'autre, m'y confronter en passant de la Chine projetée à la Chine réelle. Je commencerai donc par interroger mon titre. La psychanalyse en Chine, une ruée vers l'or, point d'interrogation. Vers l'or de la Chine, cet argent qui achète tout, même la psychanalyse. On assiste à une multiplication du nombre de psychanalystes venant en Chine. On peut interroger ce qu'ils font. Viennent-ils répandre la bonne parole, je dirais la sainte parole de nos écrits quasi bibliques? Ils sont présentés comme des experts, payés pour enseigner et diffuser un savoir pouvant procurer une compétence qui peut déjà se commercialiser. La psychanalyse débarque dans une Chine entrepreneuriale. Côté chinois, on peut remarquer une appétence à s'emparer de la mine d'or que la psychanalyse représente. Ils sont avides de construire leur propre fabrication de la transmission de la psychanalyse, d'en poursuivre l'exploitation à leur compte. La société chinoise a considérablement évolué. Certaines de ses fonctions ont elles aussi évolué au point de devenir secondaires. Je veux parler de la fonction prise en charge par le collectif, sous la forme de la religion ou d'autres formes traditionnelles, de traiter l'apparition du pathologique. Dans le monde moderne, l'individu se retrouve plus autonome, mais aussi plus malade. Par ailleurs, la reconnaissance de la vie psychique suppose que l'individu puisse la ressentir comme venant de l'intérieur, et non pas comme venant de l'extérieur, comme venant des autres qui le persécuteraient.
Autrement dit, qu'ils puissent la ressentir pas seulement comme victime, mais comme acteur pouvant l'assumer et en répondre, au moins en partie. Oui, c'est tout un déplacement. Ce sentiment, voilà, ça s'est déplacé. Ce sentiment de responsabilité n'est possible que pour des individus qui ont déjà un certain niveau économique. Celui-ci concourt à un certain niveau d'éducation et un sentiment d'autonomie. Pour avouer sa propre faiblesse existentielle, il faut déjà pouvoir prendre du recul avec le risque de perdre la face. Dans cette évolution rapide de la société chinoise, l'adresse a donc changé d'interlocuteur. Le recours se fait dans un espace neutre, public, objectif, scientifique, moins opaque que le recours au geste proposé par un membre de la famille. Enfin, dans les faits, les deux coexistent. Donc nous sommes en face d'un double enjeu. Ce n'est pas seulement la Chine qui voit venir vers elle cette méthode qui prétend lui permettre d'entendre sa part inconsciente, c'est aussi la psychanalyse qui prend un risque, celui de sortir de son berceau originaire et de se confronter à un autre berceau de langue, d'écriture, d'héritage. Comment se fera ce déplacement? Quel en sera le prix? Sur quoi la psychanalyse viendra-t-elle buter au risque de se perdre en se transformant radicalement? Il y a un très grand risque en fait. Les différents lieux cliniques et publics, cliniques publiques ou privées, sont confrontés, comme je vous l'ai dit, à une multiplication de symptômes psy, qui sont autant des symptômes sociaux qu'individuels. Beaucoup ressentent le besoin de parler de leur souffrance et de leur malaise, provenant de la libération économique et des mutations en cours qui touchent les modalités de vie des individus. Face aux exigences professionnelles et sociales, on voit apparaître un grand nombre de dépressions, entre guillemets, et de décompensations psychotiques. Le sujet a l'impression de subir une pression de la part de son entourage qui attend beaucoup de lui. Il craque et trouve refuge à l'hôpital ou dans la maladie. Le désir de réussite se retourne vers l'individu lui-même et sa famille, qui se sentent pris dans une sorte de double injonction. C'est-à-dire, la double injonction, c'est « reste mon fils » et en même temps « éloigne-toi pour réussir ». Des paroles émergent qui disent ce qui auparavant n'aurait pas été dit. Du coup, parce que ça s'ouvre, les milieux familiaux s'ouvrent, on entend parler de la maltraitance, ou bien des abus sexuels vécus au sein même de la famille, des choses qui n'auraient jamais été verbalisées avant. La multiplication des situations de détresse amène les cliniciens chinois à chercher à s'adresser à de nombreuses disciplines, à toutes les essayer, avec comme premier critère celui de l'efficacité et de la rapidité. La demande à la psychanalyse se révèle donc ambiguë. On attend d'elle des moyens efficaces, ce qu'elle n'est pas forcément à même de donner. La psychanalyse est poussée donc à se diluer dans une fonction de conseil. Les finalités visées sont souvent celles propres à la psychothérapie, c'est-à-dire la réadaptation du patient à son milieu social. Le savoir étant placé du côté du thérapeute et non pas du patient, comme ça devrait être le cas en psychanalyse. Les Chinois s'emparent donc d'un mode de pensée valorisé parce que venant de l'Occident. On peut se demander, s'agit-il d'une séduction de l'exotique, d'une séduction de l'occidental, ou ne serait-ce pas aussi la recherche technique de modalités de pouvoir, comme on emprunte une technique, par exemple, pour le développement de la construction d'un chemin de fer? Parce que tout arrive ensemble, en fait. Mon titre interroge les motivations non seulement des Chinois envers la psychanalyse, mais aussi des Européens en mission, entre guillemets. Je ne peux pas répondre à leur place. Je ne peux que réfléchir à partir de ma propre expérience et poser une des questions du colloque. Cette ruée des analystes européens vers la Chine et celle des Chinois vers cette nouvelle science aboutirait-elle à un homme planétaire, au sens universel par opposition au singulier? Oui, si la tentation de l'universel nie le singulier et surtout l'enferme dans une communauté. La tentation de globalisation de l'appartenance non seulement nie le singulier,
mais met celui-ci sous le coup d'une communauté prenant le pouvoir. Que faisons-nous en introduisant de nouveaux outils de lecture? Le transfert de cette science née en Occident ne porte-t-il pas en germe le risque de l'introduction d'un mode de pensée? Les Chinois sont en pleine découverte, comme je l'ai dit, de la dimension du champ psychique. Donc, ils se tournent donc vers des nouvelles formes de thérapie. Face aux nouvelles questions, telles que celles, par exemple, posées par l'enfant unique ou la séparation des couples, ou encore le refus de certains adolescents de participer à la vie sociale, repli que les Japonais nomment hikikomori et les Anglais cocooning, il y a énormément d'adolescents qui font tout simplement de la résistance passive. Bien des Chinois sont confrontés à l'insuffisance des réponses traditionnelles. Donc ils se tournent vers nous. Alors, la question se pose, avec nos concepts, proposerions-nous une nouvelle logique analytique de la vie mentale et psychologique? Ne risquons-nous pas d'induire un formatage de la pensée auquel les Chinois sont habitués dès le plus jeune âge? Ils ont même une appétence à ce formatage. Cela pose la question de la manière de se positionner du psychanalyste. Les référents théoriques sont-ils assénés comme absolus, définitifs? Le risque est grand, même pour celui qui prend le plus de précautions. Car les Chinois sont friands d'une théorie bouclée sur elle-même. Ils sont plus difficilement ouverts à une théorie en mouvement, telle que celle de Bion ou de Winnicott, ou telle qu'on la découvre dans les premières ébauches de Freud ou de Lacan. Nous savons à quel point ici, ils aiment beaucoup Lacan, parce que Lacan est proposé comme un maître. C'est nous-mêmes qui proposons Lacan comme un maître. Et pour en discuter. Nous savons à quel point ici en Europe, nous avons déjà tellement de difficultés à remettre en question les théories qui ont pu donner des réponses à notre besoin de croire. Nous sommes tentés de rejeter celui ou celle qui n'y adhère pas avec une entière conviction, bien qu'il y ait bien sûr une évolution actuellement. Alors, pour revenir un peu plus vers ma propre démarche, je reprendrai cette phrase de Merleau-Ponty dans Le Temps traversé. Que dit-il? Il dit « Nous ne sommes pas en position absolue d'innovateur, mais relative d'héritier. Même si loin, alors que nous avons à frayer, à ouvrir un espace, à nous y autoriser, nous n'avons pas à tomber dans la toute-puissance que pourrait nous donner une théorie bouclée, mais à rester un héritier dans toute sa relativité, c'est-à-dire montrer comment nous ne sommes que les agents d'une transmission qui nous a nous-mêmes modifiés. En héritier, nous pouvions poursuivre en Chine une réflexion sur la manière dont se construit la pensée par rapport aux exigences de la pulsion et du corps. La manière dont nous allions nous positionner sur deux plans, celui du savoir et de la transmission, était donc déterminante. Le plan du savoir, qui est double, la dimension universitaire du savoir, et puis la dimension symptomatique, c'est-à-dire celle recueillie auprès du patient. Et le plan de la transmission, celle-ci suppose toujours un exil du côté de celui qui transmet et du côté de celui qui reçoit. Comment la transmission fut-elle mise en jeu? C'est la question sur laquelle j'ai été amenée à réfléchir. Comme l'écrivait Jacques Assoun, une transmission réussie offre à celui qui la reçoit un espace de liberté et une assise qui lui permet de quitter le passé pour mieux le retrouver. Quitter pour mieux retrouver. Il y a donc un mouvement à opérer. La vie psychique, telle que la psychanalyse l'envisage et telle que les Chinois la découvrent, est un assemblage qui se supporte de plusieurs registres, linguistique, civilisationnel, historique, biologique. La mémoire du corps y tient une grande place. Aller à la rencontre de la vie psychique, n'est-ce pas rencontrer la langue singulière qui anime chacun en opposition à l'universel? L'intime est ce qui naît de toute rencontre, et particulièrement au sein de la mise en jeu, transfert contre transfert,
lorsque quelque chose émerge, une réaction, un sourire, quelque chose qui fait prise, qui se partage. Le singulier ne risque pas tant d'être écrasé par l'universalisme que par le renvoi à la communauté. Ce qui fait la fragilité de notre démarche aujourd'hui. Comment ne pas renvoyer la rencontre singulière avec un Chinois à une identité communautaire, c'est-à-dire de dire c'est comme ça parce qu'il est chinois. Ne risquons-nous pas d'utiliser l'argument culturel comme résistance à la psychanalyse? Il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre le sujet chinois et la psychanalyse, celle-ci s'adressant au sujet un par un. A l'inverse, ce sujet peut chercher et trouver les moyens de sa résistance dans l'appartenance à des formations collectives. Est-ce à dire pour autant que nous ne devons pas nous intéresser à ces formations collectives? Pour ma part, je ne le crois pas, à condition de ne pas enfermer le patient dans celle-ci. Donc, je pense qu'il faut vraiment se cultiver sur les cultures de l'autre, quoi. J'en viens à ma propre expérience. J'ai eu une chance inouïe, celle d'introduire le geste psychanalytique dans un terrain très faiblement ensemencé, même si des textes et traductions de Freud existaient, ainsi que la transmission de la psychanalyse par des psychanalystes allemands. Une demande avait surgi, à laquelle j'étais appelée à répondre, de manière à lui donner une forme, une exigence, une légitimité. Je me suis retrouvée devant quelque chose d'à peine né, à faire grandir, quelque chose qui gardait son mystère. J'étais devant une jeune pousse à traiter avec délicatesse. À propos de jeunes pousses, tous les Chinois connaissent ce proverbe. On ne fait pas pousser le riz en tirant sur la tige. Pour faire pousser le riz, il faut aérer le sol, l'arroser. Toutes sortes de choses à faire pour l'aider à grandir. Ce que je me suis efforcée de faire, pas sans surprise, plus ou moins agréable. Cet inconfort fut la possibilité de trouvailles et de la redécouverte du potentiel de la psychanalyse, de son inventivité. C'est là pour laquelle j'ai eu beaucoup de chance finalement. Cette question m'a amenée à proposer en Chine, progressivement, ma lecture des cas cliniques. Pour cela, parce que j'ai surtout été sollicitée soit pour faire des exposés, des séminaires, et soit pour faire des supervisions. C'est-à-dire que en Chine, j'ai jamais eu... Si, il y a des gens qui se sont adressés directement à moi, mais, disons, en dehors des sessions. C'est pas, par exemple, comme si, tout à l'heure, quelqu'un me disait je vais venir vous voir à midi parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et puis trouver une traductrice. Donc il y avait comme ça des séances improvisées, spontanées, je dirais. Mais sinon, ma fonction, c'était de recevoir des jeunes analystes en formation et d'écouter leur travail avec leurs patients. Donc, pour cela, j'ai privilégié un dialogue et la recherche ensemble, de manière à ne pas laisser sur le bord de la route la souffrance intime qui se disait à travers le symptôme. Dans ce travail transculturel, j'ai pu débusquer les présupposés et croyances enquistées dans ma conception de la psychanalyse. Les mots de la théorie m'ont paru quelquefois inutilisables, car ne nommant pas assez le fluide. La théorie est une acquisition nécessaire pour le praticien, mais, disait Villon, il faut l'abandonner à l'orée de la séance et ne la reprendre qu'après, une fois que nous avons été modifiés par la séance, sous peine de n'être à l'écoute que du reflet de sa propre théorie, pur miroir narcissique. J'acceptais de me laisser entamer, non sans ignorer que cette entame serait, elle aussi, éprouvée par le jeune analyste venu me consulter pour son nouveau patient. Comme moi, ce jeune analyste était en train de faire l'expérience qu'être à l'écoute de son patient, c'était accepter de se laisser transformer. Je mesurais leur résistance et la mienne. En ce moment d'émergence, pour garder à la psychanalyse sa chance d'être autre chose qu'un savoir de plus, j'ai privilégié une certaine modalité de la parole qui se rapprocherait de la parole de la conteuse. Au début, j'essayais de construire des images communes sur lesquelles je reviendrai ultérieurement.
J'ouvre le récit de la cure comme on ouvre un livre d'images. Je regarde les images, ce qu'elles en disent, et je les fais parler. Je suis une conteuse qui parle aux enfants et leur raconte l'histoire des images et pensées produites en moi par ce que je viens d'entendre. Souvent, les participants réclament que je sois le professeur, que je dise « il faut faire ainsi ». Non, je refuse. Je suis la conteuse qui se laisse aller à trouver les mots, ça c'est très important, pour expliquer, faire résonner, mettre en circulation les mots de la nouvelle langue, la langue de la psychanalyse, celle du désir, des projections, des fantasmes, des conflits, des défenses psychiques. Je formule comment, moi, j'entends les choses et ce qui me permet de les entendre ainsi. Au fur et à mesure, les éléments du récit entrent en relation et donnent naissance à une nouvelle compréhension de la personne dont on est venu me parler. Ainsi s'opère une série de déplacements. L'analyste, en fonction, se fait sujet de la parole pour faire éprouver ce qui se transporte d'éléments de l'inconscient et d'étrangeté dans la parole. Parce qu'il fallait que ce soit comme une expérience vécue. Le transfert se modifie et passe d'un transfert totalisant sur la figure de l'analyste à un transfert qui est matière et tissage, issu d'une multiplicité de désirs, de scènes et de rêves. Je tente de trouver une parole qui porte l'autre comme arrière-pays. J'ai besoin aussi, pour moi-même, de cette forme de parole qui me permet de chercher tout en parlant. Je cherche à découvrir justement cet arrière-pays de mon interlocuteur, à pouvoir en avoir une amorce de représentation. Encore aujourd'hui, lorsque j'établis une relation avec un patient ou tout simplement un Chinois, je parle à quelqu'un dont une grande part me reste inconnue. Parce qu'il y avait quelque chose qui était assez inédit, c'est qu'on me parlait d'un patient, mais en fait je ne connaissais rien de la vie du patient. Et je ne connaissais pas non plus ses manières de vivre. Et donc, eux connaissaient rien de la théorie analytique, mais en fait, moi, je ne connaissais rien non plus Donc, en fait, je devais y aller en tâtonnant. C'est-à-dire, et aussi en faisant confiance à mes intuitions. Mais ça se faisait aussi beaucoup sous la forme de propositions. Et non pas, c'est comme ci ou c'est comme ça, quoi. Et aussi de questions, parce que je leur posais des questions, mais cette personne dit ça, oui, mais qu'est-ce qu'elle a vécu pour pouvoir... Tout se passe donc à la fois au plus lointain, je veux dire ma recherche pour entrer dans la culture chinoise, mes lectures, et aussi au plus près, dans la relation elle-même, en train de se tisser, relation que la discrétion chinoise garde avec pudeur. C'est donc très difficile car en Chine, l'expression des sentiments se fait avec beaucoup de réserve. Je mesurais combien forcer un chemin à l'inconscient, vous voyez, j'ai employé le mot forcer, à l'inconscient pouvait représenter une difficulté dans un système ancestral. Celui-ci repose sur une codification maîtrisée de la vie psychique, dans ses rapports à la filiation, aux ancêtres, au visible et à l'invisible. Ouvrir le chemin à l'inconscient se révèle alors être une opération de soustraction et de perte, et non une offre de supplément. Dans cette époque première, dirais-je, cette proto-époque, les jeunes analystes acceptaient de vivre une forme d'errance, ayant quitté leur premier choix d'études, ayant pour certains imposé à leurs parents, contre leur gré, leur choix de suivre l'enseignement de la psychanalyse, sans avoir rien obtenu si ce n'est des promesses. Pour l'instant, ils balbutiaient et ressentaient plutôt l'envers du supplément attendu. On dit rarement jusqu'à quel point les transferts dits analytiques sont, dans des pays émergents à la psychanalyse, source de graves ambiguïtés, puisqu'ils reprennent les ordonnancements politiques en usage dans le socius. Le transfert n'est pas qu'un simple transfert personnel, mais le sujet déplace sur une figure transférentielle des sentiments éprouvés dans un monde culturel et politique fréquemment construits sur un mode totalisant ou totalitaire. Ce qui explique pourquoi les jeunes analystes peuvent être plus préoccupés par le fait d'obéir respectueusement à leur maître analyste
occidentaux que de laisser se fabriquer des traces du dedans, ce qui peut les conduire à évacuer tout élément d'écart, source d'une conflictualité indésirable pour leur idéal. Que devient donc la psychanalyse en ces lieux du monde? À quoi contribuent les analystes dans une transmission lorsqu'il y a de tels risques de suggestion, voire de fascination hypnotique, soit le contraire de la psychanalyse? En Chine, la hiérarchisation des places, des fonctions et une longue éducation forgée sur l'obéissance laissent peu de place aux révolutions intérieures et aux transgressions des injonctions surmoïques, ce qui peut conduire le jeune analyste à renforcer sa soumission à une conception du cadre. Par exemple, c'est assez difficile. Par exemple, pour eux, s'ils avaient vu un patient pendant 3/4 d'heure, bien s'ils m'avaient vu moi pendant 3/4 d'heure, ils avaient fait de la psychanalyse, parce que la forme prime sur le contenu. Et c'était extrêmement difficile de les déshabituer de ce point de repère pour faire passer autre chose. Comme on le voit, la question du rapport au maître est centrale. Le psychanalyste se doit de l'interroger. Je m'appuie ici sur le travail du sinologue et psychanalyste Régnier Lancel, qui soumet la demande de psychanalyse à une critique serrée et avertie. J'ouvre les guillemets, c'est une citation. Dans toute la panoplie possible des moyens pouvant servir, dans le contexte culturel chinois, à une résistance à la psychanalyse, est la question de l'arrière-fond culturel ancien en Chine, qui a été marqué par l'empreinte d'une pensée holistique et harmonisante, caractérisée par une parole entière, sans vrai retour sur elle-même, celle du maître, et où la question de la vérité n'est pas posée. Cette vision du monde, à la condition qu'il en reste encore aujourd'hui quelque chose de vraiment influent, ce qui est à démontrer, dit Lancel, pourrait déplacer la question de la psychanalyse en la réduisant à une simple panoplie de moyens, c'est-à-dire à une psychanalyse privée de son contenu de l'inconscient en fait. Le sujet pourrait préférer une position qui serait celle d'un sujet non divisé, c'est-à-dire non soumis, si c'est possible, à la question du savoir et de la vérité. C'est cette position qui amènerait à ne voir la psychanalyse que comme un ensemble de techniques efficaces à s'approprier. Fin de citation. Je l'ai hélas vérifié maintes fois, même bien sûr si tous les cliniciens qui adoptent la référence analytique plutôt qu'une autre thérapie ne sont pas hermétiques au questionnement et peuvent se laisser entamer par leur non-savoir. Ça, c'est tout le problème aussi de ce genre d'exposé. C'est le passage par la généralisation. Et donc, c'est assez complexe, en fait. L'enfant chinois est éduqué. Pourtant, je suis un peu obligée de généraliser, et en même temps, je n'ai eu que des rencontres singulières. L'enfant chinois est éduqué pour avoir des comportements conformes. Si le comportement est si valorisé, c'est parce que le chinois ne distingue pas le matériel du spirituel. Par exemple, ne distingue pas le visible de l'invisible. L'invisible est en continuité avec le visible. Un acte est porteur du geste et du sens du geste. On retrouve cela dans l'écriture, dans laquelle il existe un lien indissociablement lié du matériel et du spirituel. Par exemple, quel est le terme pour traduire psyché? Ils ont pris le terme Qinchen, qui veut dire en fait esprit. Mais quand on dit esprit, ça veut dire l'esprit de l'âme, l'esprit de l'âme et du corps. C'est-à-dire, l'esprit recouvre l'ensemble, c'est pas forcément la vie psychique. Donc, vous voyez, j'ai pas la capacité d'étudier la question de la traduction, mais on voit bien tout de suite qu'il y a des glissements qui se font immédiatement. Ou alors, François Julien se sert, ça c'est intéressant aussi, par exemple pour vous montrer ce dont il s'agit, de l'idéogramme Wu pour traduire être, c'est-à-dire au sens philosophique. Wu est formé, comment est écrit Wu, avec quels idéogrammes?
où est formée de la juxtaposition de deux signes, le signe du bœuf et le signe du labour. Alors, nous en retiendrons, écrit François Julien, que du réel s'y trouve absorbé à titre de vivant, dans sa masse et sa diversité d'aspects, formant celle et vouée à l'usage perçu dans de l'activité. Oui, le bœuf et le... Donc le mot être, ce terme fait barrage au spéculatif, la pensée s'y trouve d'emblée tournée vers la fonction et l'aspect, non vers l'essence et l'existence. Et enfin voilà, ce lien indissociablement lié du spirituel et de la matière donne une force à la langue. Je l'ai rencontrée dans l'expression d'une jeune clinicienne. Elle remarquait la souffrance d'un jeune homme à ne pas pouvoir exprimer sa vie affective. Pour cela, elle utilise le mot pauvreté. Elle ne dit pas pauvreté affective, elle dit pauvreté, sans plus. Et lorsqu'elle utilise ce terme de pauvreté, cela me fait le réentendre. Et je redécouvre la radicalité d'être privé de l'expression de la vie affective. C'est encore plus radical de ne pas ajouter affective, c'était pauvreté tout court. Je redécouvre combien j'avais pu moi-même me sentir pauvre à une certaine époque de mon enfance, curieux d'avoir été si loin pour me faire raisonner du si proche que j'avais ressenti sans avoir pu le verbaliser. Le psychanalyste européen est donc un peu désarçonné. Il se retrouve désarçonné par une logique de pensée aussi plus proche de la formule que de l'interrogation. À cause de cette forme confuséenne d'émettre des formules. Certains patients chinois ont une lecture de leur vie comme quelque chose qui va de soi, s'isolant dans sa mise en rapport interne, une lecture qui normalise sans avoir à inventer ou argumenter, se réfère à une norme. C'est alors au psychanalyste d'interroger, et ce faisant, interrogeant des points obscurs de la culture de l'autre, de ses us et coutumes, il accepte de ne pas tout comprendre ni de tout clarifier. Inversement, il peut arriver que, s'efforçant de nous faire entendre sa culture, le patient en vienne à comprendre la langue de son inconscient. Le docteur Luc Fauché, qui travaille à Sainte-Anne, raconte avoir reçu une jeune femme angoissée avec des préoccupations d'argent alors qu'elle n'était pas dans le besoin. Celle-ci rêve que sa mère est enterrée et que de faux billets sont brûlés. Ça, c'est la coutume. Cette patiente, tout en racontant son rêve, explique au psychanalyste la signification des billets. Ce faisant, elle mesure les sentiments hostiles à l'égard de sa mère que sa préoccupation excessive de l'argent permettait de garder refoulée. Je vous lis une citation. En tâchant de nous faire comprendre sa langue, sa culture, elle a compris sa propre langue, celle de son inconscient. On l'explique à l'autre, en fait, il y a quelque chose qui a un retour sur... Ça fait retour. Donc j'aimerais maintenant illustrer mes propos de quelques moments cliniques singuliers. Voici un contre-exemple, un exemple non pas de soumission, mais de contestation du cadre. D'une patiente chinoise que j'avais reçue ici à Paris, qui parlait très très bien le français. Me disait, en Chine, j'ai une place assignée, mais elle est trop étroite. En France, ce n'est pas pareil. D'ailleurs, dans la langue française, il y a des exceptions. Autrement dit, elle est enchantée par les exceptions linguistiques qui encombrent le français et lui paraissent donner un souffle d'ouverture. Une autre m'avouait, en moi il y a une rebelle, mais je n'arrive pas à hausser le drapeau. C'est-à-dire, j'aimerais pousser les meubles pour faire ma place, mais je n'arrive pas à affronter le regard des autres. Alors la première, celle qui aimait bien la langue française à cause de ses exceptions, m'a fait prendre une initiative dans une cure. La liberté a été le pivot d'une cure. Je me suis retrouvée avec cette patiente secouée de sanglots, tourmentée des actes qu'elle avait commis, tiraillée dans sa fidélité à ses parents, traversée d'une haine-amoration farouche à leur égard, n'arrivant plus à savoir qui elle était ni comment orienter sa vie.
j'ai senti que le champ de notre relation était envahi par quelque chose venant de l'extérieur et s'imposant du dehors. Je veux dire l'intrusion d'un ordre formel et parental d'une densité extrême. Percevant l'impasse répétitive dans laquelle nous nous engagions, j'ai pris sur moi la décision de nous libérer de la contrainte des rendez-vous fixes. Je lui ai proposé que ce soit elle qui choisisse les moments de venir. Il lui suffirait de m'appeler. Après un moment d'étonnement et de surprise, et aussi d'angoisse, car en touchant à cette règle, je touchais au rite qui me situait dans ma place d'aîné. L'effet de libération a été immédiat. Ces attachements à la chinoise sont tissés au fil de la piété filiale, ce qui implique une intériorisation extrêmement forte, non seulement des attendus parentaux, mais des attendus, je dirais, des retenues non formulées, contenant plusieurs générations d'attentes. La piété filiale semble demander à la nouvelle génération de prendre en compte la précédente, pas simplement au niveau de prendre soin de ses vieux parents, mais de prendre soin de leur détresse et de leur mur intérieur. J'ai une perception des Chinois comme étant des gens très emmurés. Lourde responsabilité, pas facile et souvent source de dépression, car on peut avoir besoin d'abord de chuter avant de reconstruire une nouvelle relation. La charge est lourde. S'en défaire est déjà une première étape. Vient une autre étape, celle de s'autoriser à ne plus être pour le parent, l'enfant réparateur, au risque de mettre en péril le parent ou au risque de se mettre soi-même en péril. Mais apparaît un autre risque. Lorsque la pelote de laine, celle de ces liens serrés et emmêlés s'ouvre, la haine se voit plus. Qu'en faire? Comment assumer la part d'ingratitude à vouloir quitter ses parents? Reste à trouver l'articulation singulière pour chacun. Une patiente me raconte qu'une jeune fille qu'elle connaît veut revenir en Chine. Cette jeune fille était en France, alors que sa mère accepte de la lâcher, n'exige rien d'elle. Mais la jeune fille dit vouloir revenir en Chine, non seulement parce qu'elle a le mal du pays, mais pour soutenir sa mère, alors que celle-ci exprime très clairement qu'elle peut se passer de sa fille. La jeune fille n'est pas encore prête à dénouer ce lien et à prendre sa vie en main, ayant encore besoin de se référer à l'autre. Dénouer ce lien est d'autant plus difficile qu'elle peut arguer de son respect de la piété filiale. Mais la piété filiale, dans ce cas, ne vient-elle pas habiller un mouvement régressif? Le problème pour cette jeune fille n'est-il pas plutôt sa dépendance à une mère archaïque? Et cela, pas seulement pour elle. Nous avons souvent constaté que la piété filiale chez les hommes était souvent un accrochage matriciel. Plusieurs aliénations semblent se recouvrir. Tout se passe comme si certaines mères n'avaient pas su trouver les mots pour offrir à leur enfant une séparation liante et non une séparation rejet. Une séparation liante maintient du lien tout en permettant d'autres investissements. Une séparation liante permet une séparation d'une première forme de lien vers une autre forme de lien. Elle permet de passer de « tu es tout pour moi, j'ai le droit et le devoir de te contrôler » à « tu peux être toi-même sans que je me sente abandonnée ». Et qui se sent abandonné? N'est-ce pas la petite fille dans la mère? Ce qui aboutit au fait que la fille est rattachée à une mère elle-même rattachée en arrière, un enchaînement de petites filles dans un pays dont le mot d'ordre est d'aller de l'avant. La fille se demande comment elle peut ne plus être la petite fille de sa mère lorsque celle-ci n'a pas été heureuse, ni comme fille, ni comme femme. Lorsque celle-ci n'a pas été enveloppée dans un rapport d'échange affectif chaleureux. C'est ça qui est difficile. C'est difficile de quitter quelqu'un qui n'est pas heureux. Une autre réflexion, cette fois-ci, concernant l'offre de psychanalyse. Un grand nombre de personnes faisant appel aux psychanalystes s'ouvrent, c'est une remarque que je me suis faite, s'ouvrent d'un manque de narcissisme de base, souffrent d'un moi peu ou pas constitué. Dans ce cas,
Comment la psychanalyse, qui est un geste de parole et d'offre, d'écoute, mais qui ne donne rien, peut-elle être comprise et efficiente? Cette fois-ci, ce sont les psychanalystes chinois qui sont mis à mal. Pourquoi autant de personnes avec un moi confus? Cela renvoie, me semble-t-il, à la fois à la camisole psychique que peut être la piété filiale et à la fois à la part de souffrance tenue secrète sur plusieurs générations. Quand je parle du camisole à propos de la piété filiale, je veux dire que nous touchons là à une spécificité de la fonction de la piété filiale. Celle-ci introduit un écart important entre la pensée occidentale et la pensée chinoise. C'est ici que la tendance à la comparaison se révélerait négative. Il n'est pas question d'une fonction qui serait plus forte en Chine que nous, c'est pas plus ou moins. Non, c'est autre chose. La pensée européenne s'est construite à partir du doute. Elle s'est construite en rupture, alors que la pensée chinoise se construit en développement d'une filiation. Le principe de filiation est le grand organisateur. On ne sera pas étonné d'y trouver la fonction centrale des rites, dont la prégnance éducative s'exerce au fil des jours sur tout le comportement. Tout cela forme un tout, une cohérence, y toucher est bien autre chose que l'interrogation que nous pouvons faire chez nous de nos liens au principe d'autorité. Lorsque je dis que le chinois ne lâche rien, je veux dire que quoi qu'il fasse, quoi qu'il aura dénoué dans sa démarche avec son psychanalyste, il ne lâchera pas ce nous qui le constitue comme chinois. Ce nous est au cœur de lui-même, au cœur de sa place du milieu dans l'univers. Par exemple, la plupart des Chinois qui viennent en France vont rester entre eux. Ils vont tous habiter à peu près au même endroit, ils vont manger chinois, ils restent entre eux, et comme ça ils reviennent en Chine, mais avec ce que la culture française leur a apporté, mais il n'y a pas eu de vraie rupture en fait. Donc ce nous est au cœur d'eux-mêmes. Est-ce un obstacle pour interroger les conflits inhérents à la vie psychique? Dans certains cas, oui. Il arrive souvent que ce soit le clivage qui soit le mécanisme de défense principal, ce qui permet de vivre avec ces contradictions et de maintenir l'harmonie. Toucher à ce clivage comporte un grand risque, celui de faire apparaître tout un système d'identité par identification. Ce même patient qui était heureux... Ah oui, je ne sais pas, j'ai oublié de vous dire ça, c'est parce qu'un patient était très content, il m'a dit oh, aujourd'hui, ça c'était bien la séance d'aujourd'hui, on s'est bien bagarré. L'air de dire j'ai commencé à pouvoir exister. Ce même patient qui était heureux d'avoir pu entrer en contact avec moi et donc avec lui-même par le biais d'une légère confrontation, ne peut pas interroger ses identifications, en particulier à sa mère. Sa mère a elle-même renoncé à un choix personnel pour adhérer à la cause du peuple. Donc la part que le patient soumet à l'interrogation du psychanalyste est une petite part de lui, la grande part restant versée au compte de la cause chinoise. Cette part versée peut être à peine perçue tant elle fait partie de la personne. Ce nous d'appartenance a pu en partie être fortifié par la pensée totalitaire. Il fonctionne comme réassurance, mais aussi comme exclusion, nous et les autres. Alors que le singulier des trajets est aussi patent en Chine qu'en Europe, mais devant l'étranger, il faut garder sa face. Les édifiants comportements exemplaires de morale sacrificielle abondent dans le célèbre livre canonique de la piété filiale Tiaochin. Ils n'ont pas disparu complètement. Il me semble que ceux qui frappent à la porte du psychanalyste sont sacrifiés autrement. Ils semblent sacrifiés à l'autel de la piété filiale, au sens où on se demande comment le désir, qui n'est pas une exigence pulsionnelle, mais se constitue dans son rapport à la loi et à la castration, peut se mettre en place. À nos yeux, le désir, dans les termes où nous le problématisons ici en Europe, c'est-à-dire dans son rapport à la castration, mais enfin n'est-ce pas un barbarisme, peut être rendu impossible. En effet, le système de la piété filiale
revient à mettre son enfant en position de tout et à maintenir son enfant comme une part inaliénable de soi parent. Les relations se font alors selon un rapport de dette aliénante. Les parents ne se pensent pas en autre extérieur qui sépare, mais étant naturellement dedans et instaurant une régulation. La dépendance à l'imago maternel, toute puissante, comme je vous l'ai dit, est souvent difficile à interroger. D'ailleurs, le patient chinois peut même se sentir en porte-à-faux vis-à-vis de sa propre culture. La logique de la régulation, de la transformation silencieuse, peut ne pas lui suffire pour nommer et traiter ce qui lui arrive. Ainsi, s'il n'y a pas dans la tradition chinoise de chaos premier à partir duquel il y aurait un commencement, ils ont un autre récit de leurs origines, le sujet, lui, n'est pas sans éprouver ce chaos. Il peut être en proie au chaos interne. La réponse par la régulation est loin de suffire. On assiste très souvent, parce que je me suis posé la question, on assiste très souvent à des recours à l'acte, au suicide. Il n'y a pas de régulation, donc il y a des passages à l'acte. La régulation chinoise, écrit François Julien, maintient un équilibre, ce qui ne cesse d'avoir à se transformer. Elle ne fait pas rentrer dans l'histoire dramatique, ne saisit pas d'événements porteurs de sens autour duquel le récit viendrait se nouer. Que se passe-t-il pour le patient chinois lorsque, justement, il aurait besoin d'un drame pour authentifier son récit, pour authentifier son vécu, le mettre en récit et se l'approprier? La psychanalyse n'est-elle pas alors dépourvue de l'un de ses outils? Je terminerai en posant cette question, notre rencontre avec l'homme chinois s'arrêterait-elle au seuil de l'histoire? Ce serait une grossière erreur. La génération actuelle est sans doute la première génération à commencer à interroger les traumatismes vécus par leurs antécédents. À ce carrefour, il y a deux types de psychanalyse et de psychanalystes. Soit les symptômes sont lus en termes de pathologie individuelle, d'un conflit du sujet avec son désir, soit ils sont lus comme des productions qui expriment enfin les douleurs innombrables de leur famille et de leur pays. Les patients deviennent les messagers, passeurs de cette grande part d'histoire qu'il est interdit d'évoquer ou malvenu de rappeler. Aller en Chine, c'est donc avoir la chance d'interroger non seulement l'impensé de la Chine, mais l'impensé de la psychanalyse, soit son rapport à l'histoire, au temps et au trauma de guerre. Si l'inconscient peut véhiculer une part d'histoire, Freud était passé d'une position à l'autre, alors nous entendons autrement les demandes adressées aux psychanalystes. Nous leur donnons une autre dimension. Par exemple, la semaine dernière, on m'a parlé d'une jeune fille, on m'a parlé en supervision d'une jeune fille qui avait subi, je serais plutôt tentée de dire, qui avait provoqué un avortement. Elle en avait fait plusieurs peintures qui représentaient un monstre. Elle avait beaucoup pleuré. Elle avait fait comme une forme de crise. Tout cela prend, à mon avis, une signification beaucoup plus évidente si on rapporte sa crise et ses gestes à une mise dans l'actuel, une actualisation des avortements de sa mère et de ses tantes. Parce que c'est ça actuellement qui est en train de sortir et qui n'était absolument pas verbalisé, c'est tout ce qui s'est passé autour des avortements, autour du premier, pour n'avoir qu'un seul enfant. Le social ne se réduit pas au collectif ou au général, mais gît dans les plis singuliers de chaque individu. Face à la catastrophe, le sujet se réfugie dans un pli où il se garde, dans ces plis ou petits papiers jetés dans un tiroir. Et à les déplier, les larmes coulent. Mais ce n'est pas seulement un débordement d'affect. Quand les larmes peuvent couler, il y a déjà une compréhension. Et là, je voudrais vous citer Robert Anselme, qui parle à Dionys Mascolo, et qui dit « Je vais essayer de t'écrire quelques lignes, c'est-à-dire d'accomplir mon premier acte de vivant solidifié. » Il le met entre guillemets. Car j'ai déjà accompli de nombreux actes de vivant. J'ai notamment pleuré.
et les larmes sont aussi loin que possible de la mort. Donc voilà. Cependant, raviver la mémoire des traumatismes enfouis, garder secret, n'est pas si simple au pays où chacun prend sur lui de ne pas faire perdre la face à l'autre. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire 3-4 lignes. Non, j'ai pas le temps. Je vais ça. Donc maintenant, c'est tout de suite la conclusion. Donc le sujet chinois garde pour lui ses atteintes traumatiques. La question se pose quand même, parce que c'est pas si simple, de savoir si favoriser le retour des souvenirs traumatiques peut être une règle générale. Comme on m'en a fait la remarque, j'ai déjà payé une fois. Pourquoi devrais-je payer une deuxième fois et le faire payer à ma famille? Vous voyez, c'est pas si simple. Pour conclure, je poserai la question, qu'est-ce qui nous lie malgré nos diversités? Qu'est-ce qui lie l'humain à l'humain? Comment de ces écarts que nous faisons travailler entre les pensées, faire surgir une nouvelle réflexivité et ce faisant contribuer à plus d'humanité? L'homme planétaire serait certes celui qui serait contraint par la mondialisation et la globalisation à vivre en même temps, je reprends une phrase de l'argument, l'individuation, ce dont les mères chinoises souffrent beaucoup, on pourrait en parler, et l'uniformisation. C'est cette image de l'homme planétaire que me renvoie fortement à la Chine actuelle, le prix à payer et l'enfant privé d'enfance. Je pourrais vous en parler, ce qui n'est pas sans poser beaucoup de questions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.